C'est parti, décollage en douceur. Et voilà, c'est super, hein? Dès les premiers beaux jours, Michael Zimmer emmène son ballon au-dessus des paysages de la plaine d'Alsace. Il y a juste le soleil qui apparaît de l'autre côté, hein, qui se lève juste au-dessus de la forêt noire. Regardez comme c'est magnifique. Impossible de savoir où le vent nous portera. Alors on est dans l'entrée de la vallée de Münster et on se dirige actuellement sur Turkheim, qui est le village un petit peu plus loin. Ça c'est le projet. Ce qu'on fera en réalité, je vous le dirai à l'atterrissage. Les vols que je faisais il y a 30 ans sont tout à fait différents des vols qu'on fait actuellement. Plus le temps passe, plus on a des changements qui sont flagrants. Dans le temps, on avait des vents d'ouest. C'était un petit peu plus facile. Là, on a vraiment des vents dans tous les sens et surtout aussi des vents un petit peu plus forts. Hein. La masse d'air est beaucoup plus anarchique qu'elle ne l'était dans le temps. 30 ans qu'il pilote et les conditions météo évoluent sans cesse. Voilà, là, j'ai dû donner un petit coup de chaud. Là, moi, je viens de choper un petit vent qui me ramène en direction du château du Hollandsbourg, hein, donc le petit château là-haut. Je vais voir s'il y a moyen de le rejoindre ou pas. Voyage au gré du vent et dans le temps. Je vais remonter le long de la pente. Nous voici au Moyen-Âge. Pour aller sur le château, je vais poser à côté du donjon. Je t'enverrai pour aller libérer la princesse. Aller tuer le dragon. Lors de ces vols, il évoque autant le patrimoine naturel que le dérèglement climatique. Suite au changement climatique, le paysage a quand même beaucoup évolué. L'année dernière, on s'est retrouvé pendant 2 mois où entre 500 mètres et 1000 mètres, à 5 heures du matin, il y avait des températures de 25 degrés. Hein, donc une température très chaude, alors que dans le fond de la vallée de Münster, on avait du 14 à 17 degrés. 30% de vols annulés en 2024, un record. Là, on peut vraiment profiter du village. Là, on sort de la montagne et on arrive sur la partie vallonnée, juste avant la plaine. Donc, sur tous les coteaux, il y a le vignoble. Tu vois, de temps en temps, on voit les trous, là où il y a les pieds qui sont morts. Oui, les pieds morts, oui, on a ce problème. La vigne en état sanitaire, pas très en forme, quoi. Un peu plus loin, ce sont des choux à perte de vue, une culture qui souffre également de la hausse des températures. Mais l'Alsace profite aussi de ce climat et voit revenir les cigognes qui étaient jusque-là en voie de disparition, un bon présage pour l'avenir. Bienvenue en Alsace, un territoire partagé entre 2 départements, le Haut et le Bas-Rhin, avec des frontières naturelles entre le fleuve du même nom et les Vosges. Près de 2 millions d'habitants profitent de ces villages atypiques et d'une gastronomie locale riche et variée. Notre première étape nous emmène justement au cœur de la route des vins, au pied du ballon d'Alsace. Rémi Adam est l'héritier d'un patrimoine remarquable en tout point. On est sur le toit du monde. Regardez comme c'est beau ici. On est sur le dôme de Colmar, 360 degrés. La forêt noire, qu'on peut presque toucher de nos mains.
Et sur votre droite, vous avez les plus beaux vignobles de la vallée de Kaysersberg, avec notre fameux village Amerschwir, où on fait les très grands vins. Région mythique, village pittoresque, voilà pour le décor où plus de 400 vignerons, hommes et femmes, tous passionnés et indépendants, travaillent la vigne et le vin. Pas besoin d'aller ailleurs dans le monde, ici c'est l'endroit le plus magique. Là on est dans le grand cru Schlossberg, terrain granitique. On sent déjà bien le terroir. Matin de bonheur, petit déjeuner, Riesling Grand Cru Schlossberg. Terroir, microclimat, un cocktail idéal, mais quelque peu malmené ces dernières années. Là, on voit bien la pourriture qui se développe. Trop de pluie. D'habitude, ici, il pleut jamais, c'est toujours très sec. Mais là, cette année, c'est vraiment l'eau à profusion. Ah, c'est bien. Lui, il travaille bien. On enlève un peu les pourris. Voilà. On est bien ici en France, hein? Oui, bien. Hein? Oui. Là, c'est une équipe qui vient d'Afghanistan. C'est des Afghans qui ont fui leur pays. Et donc, leur métier, c'est pas vendangeur. Hein. Il y a souvent même des fonctionnaires, des médecins. Heureusement qu'on les a, parce que sinon, on trouverait personne pour vendanger nos parcelles. C'est des gens sur qui on peut compter, toujours le sourire, toujours heureux de travailler. Là, c'est vendange manuelle, tout à la main et tout à la haute, à l'ancienne. Ça, c'est la belle histoire avec le maintien des traditions ancestrales. Sauf que la pluie peut s'inviter à n'importe quel moment. Il faut alors réagir et vendanger au plus vite. Plus bas, dans la vallée où Rémi possède également des parcelles, il doit recourir à cette machine. On vendange pas toujours à la machine, mais cette année, c'est exceptionnel. On est obligé d'aller très vite du fait de la pluie énorme. Et donc là, on passe avec une machine à vendanger. Donc, il sélectionne les baies et qui prend que les baies qui sont bien mûres. C'est un engin qui va très vite. En 2 heures, la machine abat le travail d'une journée de son équipe de vendangeurs. Pour le climat, c'est super parce qu'on est une des régions en France où on applique le moins de traitements phytosanitaires. Colmar étant la deuxième ville en France où il pleut le moins. Pour un vigneron, le plus important, c'est de s'adapter en permanence aux conditions climatiques qui évoluent. J'ai jamais vu la vigne aussi verte. Cette année, les vignes sont magnifiques. Quand nos ancêtres ont implanté la vigne, il y avait des gelées de printemps. Du coup, ils ont fait des pieds de vigne qui font à peu près 1 mètre. Et donc, le froid, il passe en dessous. En Alsace, on craint pas les gelées, en fait. Et de fait, d'avoir beaucoup de feuilles, c'est un avantage. On a réussi à faire ce qu'on appelle les vendanges tardives. Parce que, contrairement à ce que croient les gens, le sucre dans le raisin, il vient pas par le soleil, mais il vient surtout par le feuillage. On appelle ça la photosynthèse. Donc plus il y aura de feuilles, plus les feuilles vont capter le soleil et le redonner au raisin. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des raisins aussi riches en Alsace. Pareil que dans le sud, on a souvent plus de degrés ici, chez nous, que dans le sud, où il fait très chaud. Rémi et sa famille n'ont pas mis tous les raisins dans le même panier. Le domaine repose sur 25 types de sols. Alors là, on est avec du Riesling, le roi des vins d'Alsace. Ce cépage-là, il n'aime pas du tout la sécheresse. Et justement, avec le réchauffement climatique, on a du mal à le faire mûrir. Souvent, les gens pensent que quand il fait chaud, c'est mieux. Ben non, il y a des cépages qui aiment bien l'eau. C'est pour ça qu'on a toujours mis le Riesling dans le granit, pour que ça draine bien et ça donne les meilleurs Riesling. Et cette année, il est parfait, il est bon à cueillir. On va faire des bons Riesling, ils sont sur le fruit. Ce côté agrumes, pamplemousse, comme on l'avait autrefois, est de nouveau de retour. Rémi Adam est capable de déterminer, pour chaque cru, les conditions météo qui prévalaient à l'époque. Voilà. Alors ici, on est dans ma caverne d'Ali Baba. Alors, on trouve un peu de tout. C'est l'endroit où je stocke des vieilles bouteilles de vin d'Alsace qui ont une histoire et également des vins d'ailleurs, parce que je suis un passionné de vin, avec quelques vieux objets que j'ai récupérés de nos ancêtres. Je vais vous montrer une bouteille d'une année 89. Et c'est vraiment là que le réchauffement climatique est apparu. 88, 89, 90 ont été les grandes années où nous avons fait des vendanges tardives et où le climat s'est vraiment réchauffé parce qu'on a arrivé à rentrer des raisins de l'ordre de 18-19 degrés d'alcool, alors qu'avant, ça se limitait à 12-13 degrés. Et là, il y avait vraiment eu un bond dans ce réchauffement climatique.
Le début d'un vrai bouleversement où il faut de plus en plus s'adapter à des périodes de grande incertitude météo. Véronique Muret est avec son frère l'héritière d'un domaine créé en 1650. Elle représente la 12e génération. L'Alsace est connue pour ses vins blancs, donc les Riesling, les Gewürztraminer, Pinot Gris, Muscat. En rouge, on a le Pinot Noir, ça c'est le côté traditionnel. Et ce qui est vraiment l'exception, c'est là où on va, c'est une parcelle de Syrah. Ici, on évolue avec le temps. Production en biodynamie et test sur de nouveaux cépages plus résistants à l'ensoleillement. Alors Syrah, c'est le cépage emblématique de la vallée du Rhône, qui est cultivé aussi dans le Languedoc-Roussillon, sur les terrasses du Larzac par exemple. Donc c'est tout à fait exceptionnel de trouver de la Syrah en Alsace. Originaire d'Iran, puis relancée en Australie, la Syrah ici, c'est une petite révolution dans un monde qui a du mal à modifier ses pratiques. C'est notre papa qui, déjà dans les années 2010, se posait la question et se rendait compte qu'il faisait de plus en plus chaud et que nous, vignerons, on devait s'adapter. Donc on a cherché un cépage du Sud et est venue l'idée de planter de la Syrah, de l'expérimenter, de tester et voir comment elle poussait en Alsace, si elle arrivait à maturité et surtout comment était le vin. Au début des années 2010, nos voisins nous regardaient avec des grands yeux. La majorité des gens ne comprenaient pas forcément qu'il y avait un réel changement climatique. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, en fait. Maintenant, les gens ont compris qu'il y a quelque chose qui se passe et que c'est à nous de réagir, d'agir et de s'adapter. Regardez ce que ça donne. Les peaux sont déjà bien digérées. Elle utilise ici un réfractomètre. Il permet de mesurer en pourcentage le taux de sucre contenu dans le raisin. Et ce qu'on voit, c'est que le jus est déjà bien coloré. Là, on est même à 12,4. Du coup, on va vendanger cette parcelle 4 semaines après les pinots noirs. Donc, il y a un décalage de maturité. Ce qui est intéressant d'observer cette année, c'est qu'on a vu que les Riesling, ils tenaient pas, ils partaient en pourriture. Alors que là, on a des grappes qui, justement, peuvent continuer de mûrir tranquillement et attendre encore quelques jours, voire une semaine avant les vendanges, là. Un laboratoire à ciel ouvert. On ne cherche pas à avoir des vins qui ont trop d'alcool. On cherche un équilibre un peu plus bas, autour de 12,5, 13, 13,5. C'est ce qui nous convient. Reste la question primordiale, la qualité de ce vin. Après 14 ans et 8 millésimes, il est temps de faire un point sur ce cépage, classé en vin de France. Voilà, alors ici, c'est le royaume du Pinot Noir. Pinot Noir, Pinot Noir, Pinot Noir. Ah, et la petite surprise, la Syrah 2023. Voilà, une barrique de 228 litres. On est à un peu moins de 300 bouteilles au final. On va goûter donc la Syrah 2022. Voilà, donc c'est toujours des teintes qui sont très, très marquées. Surtout par rapport au Pinot Noir, c'est beaucoup plus sombre et foncé et opaque. Et là, on a le côté violette, on a des arômes de poivre rose, de poivre de Séchouan, des épices. On voyage. Ce qui est surprenant, c'est qu'on connaît certains marqueurs de ce cépage, de Syrah, mais en même temps, on a des tanins qui sont soyeux, qui sont presque déjà fondus, et ça, c'est typique d'un vin plutôt alsacien, finalement. La Syrah va-t-elle détrôner les cépages traditionnels des vins d'Alsace? Le bon est aussi culturel. J'ai été le précurseur du chardonnay en Alsace pour faire les créments. Mais au niveau cépage rouge, je suis pas trop... je me dis, il faut laisser chaque cépage à sa place. On ne fait pas du Riesling à Bordeaux et on ne voudrait pas faire du Merlot en Alsace. Il faut garder quand même son identité. Et on ne sait pas comment va évoluer le climat. Peut-être ça va changer complètement et on reviendra de nouveau sur les fondamentaux. En Alsace, les fondamentaux, ceux qui font l'image gourmande du territoire, ont la vie dure. C'est le cas du chou. Le chou à choucroute. Merci à tous d'être là, bienvenue à la BC de l'Alsace et on se retrouve bientôt pour les résultats. Une quarantaine de candidats pour un seul vainqueur. La choucroute, c'est bon, c'est sain, c'est la choucroute.
Mais pas n'importe quelle choucroute. Depuis 2018, sa matière première est labellisée. Historiquement, la choucroute d'Alsace et depuis 2018, la choucroute d'Alsace IGP, indication géographique protégée, signe de qualité d'origine alsacienne. Donc ravi d'être là, Maison de l'Alsace, 70% des volumes, c'est l'Alsace. On a fait le concours général agricole pour la choucroute d'Alsace, premier légume à avoir un concours général agricole en février dernier. Je peux vous dire que, vraiment, je suis ravi d'être là pour le concours de la meilleure choucroute. Merci. Le gagnant est Georges de Carvalho, charcutier au Bravo, Versailles, bravo! Bravo! Pour obtenir les meilleures choucroutes, les restaurateurs se fournissent dans le pays du chou, pas n'importe où. Philippe Buschmann est producteur à Krauter-Gersheim, traduction faite, la ville du chou, ça ne s'invente pas. L'Alsace sans chou, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour nous, des productions de choux et avec les choucroutiers, c'est toute notre vie. Hein. La culture, le patrimoine d'Alsace, avec la bretzel, la cigogne, le vin blanc, tout ce qui tourne autour de la choucroute disparaîtrait. Le chou a été importé de Chine, mais aujourd'hui, personne ne doute de l'identité de ce produit typiquement alsacien. Un chou qui prend la tête aux producteurs comme Philippe Buschmann. Le plus difficile, c'est de ne pas savoir, lorsqu'on plante le chou, qu'est-ce qu'on va en tirer à la fin, quelle récolte, si elle sera bonne ou moyenne ou mauvaise. Tout ça à cause du changement climatique. Le chou n'arrive pas à pousser dès que la température dépasse les 30 degrés. Le chou, il arrête sa croissance. Les années caniculaires, les rendements peuvent chuter de près de 30%. On a connu quand même plus d'années sèches que d'années humides. Les années 2022, 2023, il y a eu trop de chaleur, des températures au-dessus de 30 degrés durant l'été et pas beaucoup de pluie. Et de ce fait, il y a eu, les choux n'ont pas pu se développer de la manière dont ils auraient dû. À 72 ans, son père continue de lui donner un coup de main, même s'il se sent parfois dépassé par les bouleversements qu'il observe sur le terrain. Je ne m'attendais pas à ce que le climat change tellement de différence à comparer à des années en arrière. Voilà. Lorsque j'avais 20 ans, 25 ans, tout se faisait encore à la main. On récoltait le chou, on coupait avec un grand couteau, mais c'était vraiment physique. Le soir, on était vraiment fatigué, on était content d'arrêter de travailler. Moi, maintenant, à mon âge, je ne m'occupe plus de comment faire tourner l'exploitation. Je travaille pas 70 heures par semaine, comme dans le temps. Je travaillais des heures normales. Ici, personne ne compte plus vraiment ses heures. Avec cette année pluvieuse, Valentin Weber, lui, veut vérifier sur le terrain la qualité du chou. Donc là, on a un beau spécimen. Il est choucroutier. Une belle variété, une belle pomme, bien large. C'est ce qu'on recherche, large et plat. Pour notre variété Cèpe d'Or, qui nous permettra d'élaborer une choucroute, comme on l'appelle, la file d'or. Sa mission, obtenir des producteurs les meilleurs choux à choucroute. Donc les choux ne sont plus aussi gros que par le passé. Donc, par exemple, ce type de variété, par le passé, représentait à peu près 12-15 kilos. Donc il a perdu à peu près 2-3 kilos, on va dire, en l'espace de quelques années, suite aux sécheresses. Parce qu'en effet, le chou, c'est un légume qui a besoin d'eau pour la culture, quoi. Comme les vignerons, les producteurs de choux appréhendent l'avenir que les experts annoncent, hélas, beaucoup plus sec. On est inquiet comme un peu tout le monde, toutes les cultures. On a des variétés sur lesquelles on travaille, justement, avec des champs d'essai, qui nous permettent justement d'avancer et de faire en sorte que les cultures soient plus appropriées par rapport aux conditions climatiques actuelles, quoi. Et là, on voit justement cette finesse. Quand vous voyez toute la partie supérieure, là, toute la partie là, elle est très fine. Plusieurs feuilles bien tassées. Et c'est cette finesse et cette droiture qui va nous permettre justement de faire cette belle choucroute file d'or. Un produit haut de gamme qui répond à un cahier des charges strict. Et un mode de production, lui aussi bien séquencé. Donc la première étape, c'est le producteur qui nous ramène les choux. Donc les choux viennent d'être récoltés à l'instant dans le champ. On vient nous les déverser dans la trémie. Donc le chou, il rentre avec le convoyeur dans l'usine, dans la fabrique. Et il va être traité. Vous voyez, les déchets du chou vont ressortir. C'est les déchets des engrais verts. C'est uniquement les feuilles, les copeaux du trognon,
qui va être récupéré par le producteur et qui sera à la fois de nouveau distribué dans le champ. Pas de gâchis, tout se recycle. Une volonté bien ancrée dans l'entreprise. Mais le changement climatique impose ses règles. Pour continuer à produire du chou à choucroute, il faudra sûrement poursuivre les tests sur le terrain, dans les champs, pour dénicher le légume qui pourra mieux tirer parti de l'incertitude de la météo. Comme le vin, la choucroute a un goût unique. Elle appartient à la gastronomie et au patrimoine régional. Donc vous voyez ici à Croix-Egersheim, Chouville, les garçons naissent dans des choux. Mais c'est surtout en mangeant du chou à choucroute que ça fait de nous de beaux bébés. Beaux bébés alsaciens. Et vous voyez la belle finesse, la belle longueur. Et c'est justement ça la choucroute fil d'or. Une très belle longueur, très belle finesse, du croquant, de la douceur. Voilà, rien de tel pour faire une belle choucroute fil d'or. 18 salariés et quelques saisonniers à partir de juillet et jusqu'à Noël. Donc la première étape, là vous verrez, c'est l'étrognage. On va juste broyer le trognon pour pas que ça fasse de gros morceaux. Mais le paradoxe, c'est que c'est dans le trognon qu'il y a le plus de sucre. Donc on va essayer d'en garder des résidus quand même. Un travail important. Seuls les meilleurs produits seront utilisés pour la choucroute garnie. Donc là, on va avoir le parage. On va avoir 2 personnes qui vont parer toutes les dernières impuretés du chou afin qu'il soit vraiment bien blanc avant de rentrer dans la râpe finale. Des fois, le chou est un peu biscornu. Du coup, le pareur, il va reprendre les derniers morceaux de trognon, il va les enlever. Rien n'a changé depuis que son grand-père a créé l'entreprise. Processus très simple, sans ajout d'additifs, pour conserver en fait toutes les qualités nutritives de ce légume. Nous voilà devant le silo. Donc le silo de fermentation, c'est là où justement on va disposer le chou râpé et uniquement avec du sel. C'est uniquement l'action du chou et du sel qui va faire la fermentation. C'est pour ça qu'on appelle ça une fermentation naturelle. Là, ça pique un petit peu. On a certaines variétés en fait qui sont un petit peu plus fortes que d'autres. Où ça dépend aussi des conditions climatiques. Quand il fait chaud, quand il pleut ou autre, on le sent. Des fois, il y a un peu ces changements. Et ça, on l'a de plus en plus depuis certaines années. On ne l'avait pas trop par le passé. La choucroute est un plat qui se consomme normalement dès la fin de l'été. Voilà, donc là, on a la chambre froide, une des chambres froides. On stocke entre autres notre variété fil d'or. Donc septembre 2023, c'était l'été indien. Les gens n'ont absolument pas consommé de choucroute. Ce qui fait qu'on avait 100 tonnes de choucroute invendues dans nos silos rien que pour le mois de septembre. Il faisait trop chaud. Les gens n'avaient pas envie de consommer de la choucroute alors qu'on peut la manger sous différentes manières, sous différentes saisons, sous différentes températures. Jusqu'au 19e siècle, la choucroute est considérée comme le plat du pauvre en Alsace. Aujourd'hui, il est sur toutes les tables. À Strasbourg, l'hiver, c'est même la spécialité la plus servie dans les restaurants et les brasseries. Alors, pas de goût, une aubergine et 2 grandes en direct. Allez, c'est bien les gars, il y a du rythme. Allez, il y a 2 entrées du jour. Déjeuner, dîner, ce sont en moyenne 400 plats par jour. En cuisine, pas de répit, c'est le chef Alexandre Odenschild qui est aux manettes. Pour une bonne choucroute, il faut déjà un bon chou à choucroute. Ça, c'est la maison Le Pic qui nous le fournit. Nous, ici, on le cuisine de façon traditionnelle. Graisse de canard, oignons, plein d'aromates. On vient y mettre notre petite touche avec un peu de réfort et du marc de Gewürz. Ça, c'est notre petite astuce. Et ensuite, la deuxième chose qu'il faut, c'est de la belle charcuterie. Donc ici, vous avez le lard, fumé et cuit. Vous voyez, frotté avec un peu de poivre. Ici, le casselaire, donc c'est l'échine de cochon. Allez, un canard, une aubergine en direct. Une recette qui évolue depuis 1870 et son implantation en Alsace. Les ingrédients changent, mais pas la méthode de cuisson. Le chou, c'est un plat mijoté, en fait. On le travaille comme un bourguignon, on va le laisser confire gentiment. Nous, ici, on le cuisine toute la nuit. Comme ça, vous avez bien les saveurs qui vont se développer. Et c'est un légume viande, si on veut. Allez, on y va avec la choucroute. Du champ aux cuisines, il y a la même inquiétude pour l'avenir du chou.
C'est sûr que c'est un produit qui demande beaucoup d'eau et j'espère que le climat dans les prochaines années va nous permettre d'avoir quand même pas mal d'eau ou sinon qu'on trouvera des systèmes d'irrigation peut-être différents à moyen terme et long terme. Il y aura 2 tartares de bœuf. Il y aura 2 frites forêt. Le chef cherche aussi à innover pour éviter de gâcher son chou en période de forte chaleur. Là, on va juste préparer une petite salade de choucroute. Là, on a notre chou qui est cuit. On va venir l'assaisonner dans un petit peu de poule avec un peu de sauce soja. On va lui amener ce côté un peu umami. Un petit peu de sésame. Avec ce produit, ouais, on peut faire énormément de choses. Donc, on peut garder cette base-là et faire un petit nem avec, un petit rouleau croustillant. Ça peut aussi servir comme garniture sur du poisson, sur de la viande. Et dessus, là, nous, ici, à la brasserie, on va mettre un petit peu de viande façon tataki, hein, vous voyez, donc juste très, très, très rosé. Ensuite, un petit peu de pickles pour un peu d'acidité. Là, vous voyez, vous avez une petite entrée en été qui marche très bien. Allez, on y va avec les 4 salades de choux tataki. L'idée est d'enrichir l'offre pour une meilleure gestion à l'année des plats à base de choux. Donc, par exemple, l'entrée du jour aujourd'hui à Charny, c'est un nem de jarret de veau qu'on a braisé, dans lequel on est venu rajouter un petit peu de choucroute à la fin, avec de la viande effilochée, un peu de jus, c'est plutôt sympa, ouais. Des saisons qui montrent des visages et des images variées de ce territoire de l'Est de la France. Pour mieux saisir ces paysages extraordinaires, nous embarquons avec Tristan Vuano. Pilote et photographe, il profite de cette météo changeante pour multiplier les photos. La magie de l'Alsace en automne, c'est les nuages bas, c'est les couleurs, c'est les lacs, c'est les nappes de brume qui dansent dans les lignes, c'est assez variable. Ah, c'est Ritzheim. On a Mulhouse derrière. Enfant du pays, il a toujours voulu prendre de la hauteur pour découvrir ces paysages d'Alsace. Et c'est un des plus beaux coins parce qu'en fait, il est protégé du vent, donc les feuilles jaunes en automne restent plus longtemps dans ce secteur. Donc là, on est vraiment dans le beau coin et c'est maintenant qu'il faut y être. Chasseur d'images, Tristan peut parfois revenir bredouille, mais il sait qu'à tout moment, il peut saisir une lumière singulière ou magique, comme ici, l'hiver dernier. Depuis sa cabine, il peut cadrer et shooter en toutes circonstances. Donc voilà, en tant que photographe aérien, ce qu'on cherche, c'est toujours des belles angles. Là, vous avez encore les dernières couleurs de l'année, là, la petite hêtraie d'altitude. Les hêtres, au mois de mai, il a gelé tardivement et ils ont tous cramé. Donc on avait des couleurs d'automne au mois de mai. Donc toute l'année, les arbres, ils n'avaient pas de feuilles. Parce que c'était une gelée tardive. Donc on a le petit ballon, la route de l'Ain qui descend. Et au loin, Strasbourg, qu'on ne voit pas, qui est sous les nuages. Et vous avez encore des super couleurs au petit ballon. Aucun vol n'est pareil. Le climat offre à chaque sortie de nouvelles opportunités. On sort de la couche d'humidité. Là, on a la visibilité qui arrive dès qu'on est dehors. Et là, ça devient vraiment magnifique. On va faire un petit 360 et je vais te prendre une photo. On va profiter du beau paysage. Je vais juste me mettre en bonne position. Et c'est vraiment magnifique. Wow. Où qu'on soit en Alsace, il y a quelque chose à voir de différent, c'est ça qui est bien. On a tout, on a le Rhin, on a les Vosges et on a les vignes. Tristan a déjà réalisé un livre avec ses photos de l'Alsace vue du ciel. Mais il a d'autres clients. Le long du Rhin et du canal d'Alsace, pour EDF, il immortalise certaines des 11 centrales hydroélectriques. Nous survolons ici celle de Kems, installée sur l'île du Rhin. Avant, il y avait des champs de maïs à perte de vue. C'est désormais une réserve naturelle d'une centaine d'hectares. EDF produit ici une énergie propre pour plus de 200 000 personnes, avec un leitmotiv
réduire l'impact et optimiser ses turbines pour être encore plus productif. Donc là, on est sur l'arbre turbine. L'eau passe juste en dessous ici, applique sa force sur la turbine, ce qui entraîne l'arbre. Et dessus, ici, on a l'alternateur et on peut voir le rotor aussi en train de fonctionner. Donc attention, ici, on est au niveau de l'alternateur et il y a 8800 volts qui sont en train d'être produits. L'entreprise va investir plus de 300 millions d'euros pour rénover cette centrale. On est devant un rotor démonté. C'est un programme de rénovation de nos groupes sur le Rhin. C'est ce qui permettra de rendre une goutte d'eau beaucoup plus productive. Ces centrales montrent qu'elles sont encore perfectibles. Preuve que le potentiel hydroélectrique sur le Rhin reste important. Dans ce décor, Tristan, depuis son cockpit, voit aussi son monde évoluer. Des grues apparaissent plus souvent dans son objectif, et ce ne sont pas les seules. Et on a aussi les cigognes, surtout qu'on entre dans la période où elles commencent à migrer, donc il ne faut pas faire gaffe, parce qu'elles ne volent pas très haut, donc il faut toujours ouvrir l'œil. L'Alsace redevient une terre bénie pour les oiseaux migrateurs. Si Tristan les évite, il y en a un qui passe lui sa vie à les traquer. Chaque année, il roule plus de 20 000 km pour les recenser. Ma voiture avait 100 000 km quand j'ai acheté. Ouf. Je fais ouf. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Je passe tout mon temps libre derrière les cigognes. Il y a tellement de choses à apprendre qu'il me faudra encore des années avant d'arriver à comprendre comment elles vivent, pourquoi elles viennent de certains endroits, pourquoi elles n'y viennent pas. C'est surtout ça qui est super intéressant. C'est ce que dit mon épouse. Elle me dit surtout ne le branchez pas sur les cigognes. On en a pour la soirée. Retraité, Dominique Klein communique sa passion aux grands comme aux plus petits. Avec lui, on apprend en s'amusant. Bon, je serais peut-être à la peine que je me présente, hein. C'est bon, vous m'avez reconnu? Monsieur Cigogne, voilà. Alors j'espère que vous avez plein de questions sur les cigognes. Oui. Pour moi, il y a maman, il nourrit, il y a bébé. Alors la cigogne, elle régurgite, c'est-à-dire, là, alors qu'est-ce qu'elle a attrapé, la cigogne? Un lézard, voilà, ça mange des lézards, hein, la cigogne. Alors la cigogne, quand elle va arriver, moi je vais faire la cigogne. Toi, tu es le cigogneau. Je vais faire la cigogne. Alors j'arrive pas comme ça, tiens, je te donne à manger. Non, ça marche pas. Déjà, la cigogne n'a pas de bras. Elle va arriver, donc elle va régurgiter, c'est-à-dire, elle va vomir. Donc la cigogne a attrapé un lézard, elle va arriver, hop, elle va régurgiter, c'est-à-dire, hop, et toi, tu vas le manger. Et comme tu n'as pas de main, tu vas le manger comme ça. Allez, fais le cigogneau. Essaye, fais semblant. Voilà, super, voilà. Dès le départ, au bout de 2-3 jours, il sait manger, il mange tout seul. Alors, comment on fait une cigogne pour parler à une autre cigogne? Il tape du bec. Comment que ça s'appelle? Ça ressemble à ça, les gens qui dansent, ils tapent du pied comme ça. Des claquettes. Des claquettes? Oui, c'est ça, on se rapproche. Alors, elle craquette. Vous savez le faire, craquetter? Alors, elle met sa tête en arrière et elle a les deux mâchoires. Bon, ça, c'est le bec de la cigogne. Elle fait comme ça. Et la tête en arrière. On essaye? On y va? 1, 2, 3. Voilà. Et c'est comme si elle applaudit, on a l'impression. Quand il fait très froid, normalement, ici, ben, les cigognes partent pour les pays chauds. Elles partent en migration. C'est vrai qu'en ce moment, il fait 10, 12, 15, 16 degrés. Avec le changement climatique, hein, tout est un peu, les saisons sont complètement bouleversées. Mais il y a 40, 50 ans, en ce moment, il faisait froid. Il pouvait y avoir de la neige et on peut avoir des températures très négatives du moins 10, moins 15, voire du moins 20 degrés. Vous avez jamais vu 40, 50 cm de neige dans les rues de la ville? Jamais. Non, vous voyez. Alors qu'il y a 30 ans, 40 ans, c'était normal. C'était en hiver. En hiver, on avait des saisons avec de la neige, avec du froid, avec du gros froid. Maintenant, le changement climatique a changé un peu tout ça. L'art est la manière d'évoquer des enjeux d'ampleur sans être trop alarmiste. C'est génial avec les enfants. Déjà, avec une tenue de cigogne, ça passe. Ils ont le sourire. J'arrive là comme un joker dans une école, mais ça les sensibilise dès le départ. Et ensuite, quand ils sont dehors, ils disent « oui, il n'y a pas de cigogne, mais c'est normal. » Et pourquoi il y a des cigognes en hiver? Oui, bien sûr, on a parlé du changement climatique, et ils comprennent, et ça, à force de répéter tout le temps un peu, les sensibiliser à tout ça,
on a des enfants après qui sont ouverts et qui comprennent tout ce qui se passe. Tour à tour enseignant ou étudiant, Monsieur Cigogne est aussi surtout un observateur privilégié de cet oiseau migrateur qui devient plus sédentaire. Pour repérer les cigognes, c'est déjà à vue. Dans les arbres, les nids sont très gros, donc ça se voit assez bien. Et à l'oreille. Alors on écoute, et quand ça craquette, donc ça fait un bruit assez fort, hein, il y a un peu plus de 100 décibels. On l'entend de très très loin. Je repère l'endroit et je vais voir sur place. 100 décibels, c'est l'équivalent du bruit d'un marteau-piqueur. Là, je vais regarder s'il y a des nids dans les arbres là-bas derrière. Là, j'ai le top du top de la longue vue. C'est la grosse Bertha. Avec sa grosse Bertha, il recense tous les nids et toutes les cigognes. On a 35 nids dans le petit bois, là, rien qu'en face. Alors, l'inconvénient des nids dans les arbres, c'est que dès qu'il y a un coup de vent, le nid pèse 200-300 kilos, il y a un coup de vent, il casse. Alors, elles reconstruisent. Aujourd'hui, les cigognes, comme leurs nids, sont toujours protégées. Regardez, elles sont là. On a bien fait d'attendre. Elles viennent boire, elles viennent se laver, se rafraîchir. J'étais caché dans un champ de maïs avec filet de camouflage pour faire de la lecture de bagues. Il y avait 250 cigognes devant moi, elles se sont envolées. Ils m'ont fait un show aérien. Alors, comme la patrouille de France, j'avais des yeux comme un gamin là, devant un sapin de Noël, c'était incroyable. Elles ont tourné, hop, 10 minutes après, disparu. 5 minutes après, toutes revenues au sol, posées. Et c'est là que je me suis dit, oh, elles m'ont envoyé un message, elles m'ont fait un show. Je pense qu'il faut que je fasse quelque chose pour elles. Et c'est pour ça que depuis, je suis devenu l'avocat des cigognes. Il y a 50 ans, il restait 11 couples de cigognes en France. Pas plus. Le réchauffement climatique, pour la cigogne, c'est un plus. Elle en profite. Les hivers sont courts, elle trouve de la nourriture toute l'année, elle n'est pas obligée de partir à l'autre bout de la planète. C'est pour ça qu'elle se sédentarise. Donc elle reste dans la région, ou alors pas très très loin. Elle revient très tôt. Elle a de plus en plus de petits. Donc les cigogneaux passent l'hiver tranquillement. Donc elle s'en sort très bien. Ça explose parce qu'on a de plus en plus de cigognes. Elles se reproduisent plus facilement parce qu'elles ont beaucoup de nourriture. On a une plaine, en hiver, elle est toujours inondée. Donc il y a beaucoup d'alluvions, beaucoup de matière organique, donc beaucoup de vers de terre. Et ici, elles ont la tranquillité. Il y a 40 ans, les hivers étaient très froids. Les températures, moins 10, moins 15, c'était normal. Ça durait 15 jours, 3 semaines. En novembre, en décembre, en janvier, en février. Maintenant, le moins 10, moins 15, ça dure quelques jours, une petite semaine. La neige, une petite semaine. Les oiseaux sont capables de jeûner, de tenir le coup pendant quelques jours. Et ils trouvent suffisamment de nourriture. Alors pourquoi partir à 2000, 3000 km alors qu'elles trouvent la nourriture sur place? C'est ce qui se passe ici. Dans cette plaine-là, on a des migrateurs un peu partout. Des cigognes par centaines. Un retour qui ne fait pas que des heureux. Les communes voient des nids naître de toutes parts. Il suffit juste de lever la tête. Tiens, là, on en a un. Là, il est énorme celui-là, en plus. Là, il y en a un là. Encore un nouveau, il est petit. C'est un nid de cette année. 1, 2, 3, 4 à la suite. Là, on a un nouveau nid sur une sirène. J'espère qu'elles ne sont pas sourdes, les cigognes. Encore un poteau qui s'est installé aussi, un nouveau. Là, il y a un nouveau nid. On a 40% des nids qui sont sur les lampadaires. Elles profitent de la lampe, hein. Donc la lampe, ça fait un axe. Et comme il y a toujours au moins 2 ou 3 câbles, ça fait un peu comme une toile d'araignée. Elle s'installe là-dessus, une branche à gauche, à droite, devant, derrière. Et elle installe des branches, et ça monte. Et ça tient très bien. Mais le souci, c'est que le nid sur le lampadaire, il a une durée de vie déterminée à cause du poids. Alors je tourne la tête à gauche, il y en a un à gauche là-bas, je l'ai vu. Alors elle s'installe plutôt sur les lampadaires que sur les maisons. Et sur les lampadaires, personne ne vient les embêter. Aujourd'hui, avec leur poids et le risque de coups de vent accrus, les nids peuvent être arrachés et causer des dégâts ou des drames. Quand les nids sont tout neufs, quand ils sont tout frais, quand ils ont quelques mois, quelques semaines, quelques années, c'est pas trop grave. Là, par exemple, le nid fait 40 cm, c'est un nid qui doit faire 100, 150 kg. Mais le problème, c'est que c'est plein de petites branches. Alors, les branches pourrissent, donc le nid s'affaisse,
et il peut tomber par terre. On a déjà eu le cas plusieurs fois. Alors là, c'est hyper dangereux. Alors, il faut sécuriser la zone. Et comme le nid est protégé, comme l'oiseau est protégé, on ne peut pas y toucher. Donc c'est toujours un dialogue entre la commune, EDF et moi, en essayant d'expliquer ce qu'on peut faire et surtout ce qu'on ne doit pas faire, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec un nid de cigogne. Alors un gros nid comme ça, là on est à 200, 250 kilos, on peut aller jusqu'à 400, voire 500 kilos. Donc 400 kilos, c'est quoi, une dizaine de sacs de ciment? Alors, sur un poteau comme ça, c'est trop dangereux. Le dérèglement climatique oblige de plus en plus les acteurs de terrain à s'adapter. Nous partons à Brettenbach, dans le Bas-Rhin, juste au-dessus de la mer de nuages. Waouh, quelle chance! Encore un matin au-dessus des nuages. Ça nous arrive de plus en plus. En ce moment, en automne, on rentre dans la saison hivernale où la plaine d'Alsace que vous voyez en fond, elle est malheureusement dans la brume. Et nous, au soleil, en haut de la montagne, au petit champ du feu. Émile Leroy Johnson est ingénieur agronome et paysagiste. 10 ans pour créer l'hôtel de ses rêves. Les chalets s'effacent dans un environnement préservé, sauvage et brut. Un exemple de projet éco-responsable. Voilà, dans une de nos huttes, tout en bois, extérieur bois, intérieur bois, et voilà, dans un esprit scandinave, épuré. Ici, du peuplier, pour son côté très clair. Donc ça, c'est une des chambres. Le principe, c'est d'avoir des petits espaces, des micro-espaces, donc toujours du peuplier au mur, et cette connexion à la nature avec ces grandes baies vitrées. Voilà, donc on imagine des petites tiny houses sur un terrain actuel, mais qui peuvent se décomposer en plusieurs étages, plusieurs niveaux, pour minimiser l'impact et toujours être le plus proche possible de cette nature. Rien d'ostentatoire. La décoration, c'est la vue à couper le souffle. Voilà une de nos terrasses qui surplombe la vallée et notre domaine de 2 hectares. Sentiment d'être seul au monde. Pour Émile, l'idée est de démontrer que l'on peut faire évoluer l'hôtellerie. On est sur un site Natura 2000, donc c'est une protection réglementaire européenne. C'est très compliqué de concilier développement et environnement. On a pu construire parce qu'on a des constructions qui ont une faible emprise au sol, qui sont sur pilotis. On a coupé 3 arbres lors de la construction et surtout on a cet engagement environnemental de maintenir cet espace le plus ouvert possible. C'est un espace qui s'enfrichait et donc ça permet à la chauve-souris, qui est l'espèce la plus protégée ici, le grand murin, d'évoluer, de chasser librement. On a créé énormément de refuges pour la faune. On a planté plus d'1 kilomètre de haies, planté 130 arbres. On a des pierriers, on a des fascines en bois mort. Voilà, on essaie de créer avant d'être un hôtel pour nos hôtes, c'est un hôtel pour tous nos amis des insectes et des animaux. Un air de Scandinavie, mais les matériaux sont tous locaux. Voilà, ça c'est du châtaignier. Châtaignier qui a été coupé à 400 mètres à vol d'oiseau, scié dans une petite scierie du coin, abouté localement. L'avantage de ce bois, c'est qu'il est très dur. C'est un bois qui va griser naturellement. Donc là, on a une partie qui est exposée au soleil, mais pas à la pluie, ce qui fait qu'il garde cette teinte marron, alors que toutes les autres faces vont devenir gris argenté, et ce qui permet une insertion dans le site, et ce qui fait que notre site, de fait, on le voit quasiment plus de l'autre côté de la vallée, parce que ces couleurs se sont fondues dans la nature. Et pour être encore plus ancré sur ce territoire, il crée un potager de 2000 mètres carrés. Bon, qu'est-ce qu'on se fait ? Il ne reste plus grand-chose vu la saison, mais je pense que tu vas trouver. Ouais. Il est accompagné ici de Jérôme Jegel, un chef étoilé installé à Kaisersberg, en Alsace. Alors, regarde, là, il n'y a pas grand-chose. Il y a la date. Et on a encore cette petite roquette, là. Tu vois, ça, c'est une feuille. Ça te change le goût déjà. Tu vois le pâté en croûte qu'on a à la table ? Ouais. Eh ben, tu mets juste ça sur le pâté en croûte. C'est le petit plus qui change, qui fait la différence avec qui on est. Donc du cochon de la vallée et de la roquette du jardin. Il n'y a rien de plus à faire. Et donc, là, pour les 2 hommes, un seul leitmotiv, produire et consommer local. Une marotte qu'ils partagent. T'en mets 3 par assiette. J'aimerais bien mettre des tiges de romarin pour parfumer un peu ça, tu vois, ramener un peu ce que t'es... Lâche-toi. On n'a pas besoin de beaucoup. Une petite poignée, t'as à parfumer tout. Ouais, tu vois, ça va nous suffire. Il n'y a pas besoin de prendre plus. Je préfère venir tous les jours et avoir ce parfum que de l'avoir dans la cuisine et demain il sent différemment. Ouais. Tu vois, ça, tu le mets dans la casserole et ça sent, ça explose, il n'y a rien besoin de faire. Ouais.
Si on pense à nos grands-mères qui cuisinaient en sortant dans le potager, c'est la cuisine qui fait sens. Et tous les deux, on a un gros point commun, c'est qu'on a des enfants très jeunes et qu'on se dit qu'on est en train de préparer l'avenir pour eux. Du potager à la cuisine, il n'y a que quelques mètres. Et pour le chef, cela fait toute la différence. Je suis en train de couper le romarin grossièrement. On va le mettre dans le beurre. Et on va faire mousser le beurre. L'idée, c'est de montrer qu'avec un céleri qui a été cultivé en bio par un petit producteur juste à côté, on va le rôtir entier comme si c'était une pièce de viande. C'est comme un rôti qu'on rôtit sur toutes les phases et qu'on nourrit au beurre. Et là, la fraîcheur du romarin qu'on a juste cueilli là va apporter vraiment de la vivacité, du parfum floral. En fait, c'est pas juste un céleri. C'est un céleri, on lui a mis de l'âme, on le bichonne, on le nourrit. Chaque petit brin de romarin et de thym vont le parfumer. Regardez. Et regardez comme c'est beau. Quand la mousse, là, elle commence à... Ces petits... Ah. Et là, on va joliment. Ça, c'est une purée de chair de céleri. C'est un plat tout autour du céleri, uniquement du céleri. Alors, dans cette boîte, vous allez retrouver les fans de céleri plus les tiges de céleri. Ça va être une huile de feuilles de céleri. La majeure partie des gens prennent la boule de céleri et tout le reste, ça part au compost. Alors que la tige, elle est bonne à utiliser. Les feuilles, on peut les sécher, les utiliser en hiver, dans une soupe, dans un bouillon, dans plein de choses. L'urgence climatique pousse à repenser nos modes de vie. Des pratiques que certains, comme Émile ou Jérôme, souhaitent plus en harmonie avec notre environnement. En Alsace, ils ne sont pas les seuls. Éric Vasseur détonne dans le paysage local. Mais avant de découvrir ce qui lui vaut tous les éloges, suivons-le dans la ferme familiale. Tous les matins, j'ouvre aux poules, je leur donne de l'eau, du grain. C'est le début de la journée. Une ferme classique d'Alsace, mais inspirée d'une architecture qui rappelle ses origines. Oui, là, il y a marqué 1703. On a un détail de construction qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans tout notre département. Il y en a dans le sud de l'Alsace, dans le Sundgau. C'est un mode de construction qui vient de Suisse. Et notre famille était arrivée de Suisse à l'époque. Pratiquement tous s'étaient arrêtés dans le Sundgau. Et nous, on est arrivés jusqu'à Kossuler. Fermier, ébéniste, meilleur ouvrier de France à 25 ans, Éric Vasseur s'est surtout fait connaître pour un ovni architectural. Une sorte de soucoupe volante composée de bois et de verre. C'est l'héliodôme. Ici, pas de radiateur ou de climatiseur. Il lui aura fallu des dizaines d'années de calculs et de tests pour construire cette habitation autonome, bioclimatique et accessible. Voilà, ça fait 80 mètres carrés au sol. Au-dessus, on a encore une fois 80 mètres carrés. Et au dernier niveau, on en a encore 40. On est à l'ombre tout l'été, au soleil tout l'hiver. Il fait toujours frais, il fait bon. On a droit à des formes fantastiques. Et tout ça, en fait, dans une idée qui, au départ, c'est l'économie d'énergie. C'est de se dire, je n'ai pas besoin de clim, j'ai besoin de très peu de chauffage et j'ai droit à une esthétique et une géométrie fantastique. Et le changement climatique, tout ce qu'on vit, toutes ces contraintes, tout ce qui est là, ici, tout d'un coup, ça devient une réponse, une solution. Le principe est de profiter le plus possible de la course et des rayons du soleil. En été, le soleil rase tout simplement la façade, il est sur le toit, mais il ne rentre pas. Donc, il rase et il n'arrive pas du tout à rentrer vu que ce n'est que l'avant où on a cette grande façade vitrée. Par contre, en hiver, quand le soleil est bas, il rentre dans le volume et il rentre complètement du premier au dernier rayon. On a une pénétration complète du soleil pendant
toute la journée, du matin au soir. À l'image de sa ferme, construite pour durer, il veut ici imaginer le monde et l'habitat de demain. Si on veut faire du développement durable, c'est qu'il faut faire des choses qui soient pérennes, parce qu'il faut que ça dure, il faut que ce soit très long dans la durée. Un bâtiment comme celui-là, dans un siècle, quand le soleil brillera en hiver, il se chauffera toujours encore gratuitement et il se restera à l'ombre tous les étés. Et ça, dans un siècle, dans 2 siècles, et pourquoi pas non plus encore. On voit bien la maison de la ferme, elle est de 1703. C'est une maison en colombage, elle est faite de torchis et de poutres. Elle est toujours là. Alors pourquoi on ne le ferait pas pareil? Un dispositif ingénieux qui ne coûte rien en énergie. Le bâtiment, au style futuriste, a déjà séduit des acheteurs en France, en Suisse et en Allemagne. Mais pas de quoi se reposer sur ses lauriers. Non, j'aime bien m'asseoir là. Enfin, juste un peu. Voilà. Effectivement, on ne peut pas que travailler, il faut aussi des moments de repos. Moi, je suis quelque part quelqu'un qui adore faire la sieste. Et après, je repars, parce que déjà, avec la ferme, on commence tôt, on finit tard. Mais il y a toujours beaucoup de moments où il faut pouvoir et savoir se reposer. Dans la commune, aucune réticence lorsqu'il a annoncé son projet. Bien au contraire. On profite du paysage aussi bien d'un côté que de l'autre. On voit aussi combien ce bâtiment en fait s'intègre dans le restant du paysage et combien les gens du village adorent venir voir et visiter le bâtiment quand ils ont des visiteurs. Les habitants sont allés voir le maire, ils lui ont dit « il faut le faire au village ». Et ça, c'est génial. Je pense que tout le monde avait compris que quelque part, il y a un message mais qui vient de la nature, qui vient du cœur, je dirais. Cette maison, on a envie de la faire vivre, on a envie d'y vivre, on s'y sent bien. Tout ça, c'est un cadeau de la nature. En 2003, Éric Vasseur remporte le concours Lépine. Depuis, il cherche encore à innover. Il imagine aujourd'hui de plus grands bâtiments. Vivre en adéquation avec la nature, c'est pour lui la manière la plus pertinente de s'adapter au réchauffement planétaire.